Mon idée ici, et je tiens à remercier Samir Mesdour de m'avoir proposé cette présentation, c'est de donner... Je vais rester sage alors. C'est de donner quelques exemples de systèmes de production et puis peut-être une méthode de production des insectes. Alors, tout élevage d'insectes, quel qu'il soit, même à des fins industrielles, doit démarrer par une phase laboratoire, ce qu'on appelle les élevages laboratoires, Lab Rearing Unit. Alors, avant d'en dessiner les pourtours, on va voir quelques exemples assez réguliers. Alors, un exemple type lorsqu'on fait de l'étude vectorielle, avec les moustiques, notamment Anopheles et ici Aedes albopictus, on va pouvoir faire un élevage laboratoire pour étudier ce vecteur, étudier cet insecte. Alors vous le verrez ici, ça nécessite un stagiaire plutôt sympa, qui est prêt à donner de son corps pour pouvoir faire des repas sanguins. Et puis les larves sont beaucoup plus faciles à élever puisqu'elles sont suspensivores ou déposivores, donc on utilise tout simplement un aliment type nourriture pour poissons. Autre exemple assez connu qu'on utilise beaucoup en modèle de génétique en immunologie, Menduca sexta, le sphinx du tabac. Alors c'est pas forcément évident d'avoir des solanacées en culture dans un labo, alors du coup on fait ce qu'on appelle une production ou un élevage laboratoire sur un milieu nutritif artificiel. Donc en fait on élève les chenilles, ici donc de Menduca sexta, sur un milieu nutritif artificiel. Deux autres exemples un peu atypiques. On produit en masse des acariens prédateurs, par exemple, ou d'autres acariens. Ben, ça devient vite compliqué de maintenir des populations d'acariens dans un laboratoire, de ne pas avoir de dissémination dans le laboratoire, donc il faut user d'ingéniosité. Et ici, on va pouvoir utiliser des arènes en plastique ou alors des petits disques de feuilles qui sont posés sur de l'agar ou du coton. Et en fait, on va circonscrire la population dans le laboratoire pour pouvoir étudier ces insectes. Bon, ici, ce n'est pas des insectes, c'est des arthropodes. Et évidemment, les manipulations des acariens, on va les faire comment? Avec un pinceau et sous binoculaire. Autre exemple et dernier exemple de petit élevage laboratoire assez singulier et pourtant très utile, là aussi dans le cadre de l'étude des vecteurs. Ici, c'est Rhodnius prolixus, une punaise hématophage qui transmet la maladie de Chagas. Et là, les piqûres sont trop douloureuses pour pouvoir utiliser un stagiaire. Donc, on a usé d'ingéniosité pour simplement fournir un aliment donc à base de sang de bœuf avec tout un petit système qui permet de brasser et de chauffer le sang de façon à avoir des repas sanguins et donc d'étudier ensuite ce fameux insecte. Alors, les élevages labo, c'est très important même pour une échelle industrielle parce qu'on va voir que ça va nous permettre de déterminer bon nombre de facteurs et bon nombre de choses, d'éléments qui vont nous permettre ensuite d'améliorer l'élevage. Comme on l'a vu, c'est un élevage de petite taille qui est facile et rapide à mettre en place, souvent fait dans une étuve ou une chambre climatique, et il permet vraiment d'étudier l'échelle microscopique. Et pour cela, on va étudier les paramètres, l'optimalité des paramètres, que ce soit le pH, la température, l'hygrométrie, l'humidité, et on va mesurer ce qui se passe à cette petite échelle. On va également pouvoir mesurer les interactions biologiques. Ici, le modèle de compétition, l'Octavolterra, qui permet effectivement, à une petite échelle, de comprendre qu'est-ce qui se passe entre les individus avant de passer à une grande phase, une phase pilote ou une phase industrielle. Et enfin, on va aussi pouvoir mesurer les tables de vie, le temps, la cinétique de croissance, le temps entre les mues, etc. Donc, a posteriori, dans l'élevage industriel, à quoi il va servir cet élevage de laboratoire? Il va pouvoir notamment servir à la conservation des souches. Quand on travaille sur un ordinateur, on fait des sauvegardes sur le cloud, sur des clés USB. Votre clé USB ici, pour l'élevage industriel, il est là. C'est l'élevage de laboratoire. Et puis, on va pouvoir aussi l'utiliser en banque de gènes ou alors en amélioration continue, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut changer dans l'élevage pour le rendre plus optimal. Et on va pouvoir notamment faire du screening. On va notamment pouvoir screener les différents paramètres abiotiques, température, humidité, etc. Mais également, on l'a vu, on l'a écouté tout à l'heure, également étudier le rapport qui existe avec le substrat, le support de l'élevage, ou alors les différentes nourritures qu'on peut s'employer à donner lors de l'élevage industriel. Et cette phase-là de screening, elle va pouvoir se faire notamment en laboratoire. Alors au niveau de la nourriture, c'est effectivement un des éléments les plus importants de l'élevage industriel et on va pouvoir
déterminer deux grands systèmes dans l'élevage et la production d'insectes, qui sont les systèmes bitrophiques et un autre système tritrophique. Alors, deux exemples à chaque fois pour illustrer ça. On a parlé ce matin de l'élevage du ver à soie, Bombyx maori. Et ben, on est sur un système tritrophique où on a une plante hôte et notre insecte qu'on souhaite élever. À l'inverse, enfin, pas à l'inverse, mais à l'instar de ce ver à soie, on peut également élever sur un système bitrophique des blattes ou des grillons, c'est-à-dire sur du déchet végétal ou autre. Autre système, un système tritrophique, où là, on va s'employer à élever des prédateurs. Alors, c'est le cas ici avec Phytocellulus persimilis, un acarien prédateur qu'on utilise dans les serres. Et bien là, pour cet élevage, c'est un petit peu plus complexe, puisqu'il faut élever une plante haute sur laquelle on va élever des proies, et c'est à partir de ces proies qu'on va élever notre Phytocellulus persimilis. Encore un exemple un peu singulier, on peut élever également un prédateur des parasites de la volaille, et dans un cadre naturel, eh ben, on utilise un hôte, qui est les oiseaux, et notamment une poule par exemple, sur lesquels on a des parasites qui sont la proie en fait, de l'espèce élevée. Ce qui reste à déterminer, c'est le niveau de spécialisation de ces insectes. Est-ce que notre fameux Bombyx maori, ver à soie, ne mange que du mûrier, ou alors est-ce qu'on peut lui donner autre chose? Plus facile, plus accessible, plus simple. Du gazon par exemple. Bon. Donc ça, il va falloir déterminer le niveau de spécialisation de l'insecte. Et effectivement, dans la nature, on retrouve des insectes qui sont spécifiques, spécialistes, une seule proie ou alors un seul hôte. On a même parfois, chez certaines chrysomélidées, une spécificité telle qu'elles ne consomment qu'un espèce de saule, un écotype particulier. Donc là, on est vraiment sur une spécificité très grande. Et puis d'autres insectes qui sont dits polyphages, avec plusieurs hôtes ou plusieurs proies. Et bien, dans notre système d'élevage, dans notre production, on peut utiliser ou non cette proie ou cet hôte naturel, ou alors s'amuser un petit peu avec du screening pour voir s'il n'y en a pas d'autres qu'on peut utiliser qui sont plus faciles en termes de disponibilité et en termes de coût. Alors on va pouvoir par exemple reprendre l'exemple du grillon tout à l'heure. Est-ce qu'il va consommer tout type de végétaux, ou alors est-ce qu'on ne peut pas utiliser un seul type de végétal qui serait par exemple des pelures de pommes de terre qui seraient plus simples à utiliser. D'autres hôtes de substitution qu'on peut utiliser, des plantes qui sont cultivées, qui sont facilement disponibles. Et enfin, pour les espèces qui sont dites prédateurs, on a développé, au fur et à mesure des décennies, différentes solutions qui sont des proies de substitution et qui vont permettre d'élever des prédateurs non plus sur son hôte naturel, mais sur un hôte de substitution. C'est le cas ici, par exemple, d'un petit crustacé qui s'appelle l'artémia, dont les œufs peuvent être utilisés pour nourrir certains prédateurs. D'autres exemples, beaucoup plus connus, les œufs notamment de l'Ephestia cuniella, la pyrale alimentaire, donc, qui est produit de manière extrêmement importante en Europe et ailleurs dans le monde, comme au Brésil, pour les utiliser dans la production de certains prédateurs comme les coccinelles. Et enfin, quand on veut aller encore plus loin au niveau de l'étude et de la technologie, on va pouvoir s'attarder à comprendre quels sont les réels besoins nutritionnels de l'insecte élevé, et on va pouvoir aller jusqu'à créer un milieu nutritif artificiel qui en fait se substitue et à la proie naturelle et à l'hôte de substitution. Et là, on crée un milieu qui est stockable, beaucoup plus facilement manipulable et souvent bien moins coûteux. Alors, ici, je vous ai donné l'exemple de Nesidiocoris, une petite punaise prédatrice des mouches blanches de serre. On a réussi à créer des milieux artificiels qui sont faits à base de différents éléments, de germes de blé, des farines, différentes levures ou alors des jaunes d'œufs. Et en fait, on arrive à créer complètement un milieu nutritif artificiel qui est bien loin de la mouche blanche d'origine. Et ça, c'est très pratique, évidemment, dans le cadre d'un élevage industriel. Alors, pour en revenir à notre ver à soie, effectivement, lui, le ver à soie, on a beau chercher, on n'arrive pas à trouver d'alternatif. Et il faut bien du mûrier pour élever du ver à soie, ce qui pose un réel problème. En comparaison, par exemple, de Cynia pomonella, qui est le Carpocaps, qu'on produit également en masse pour certaines productions de virus, notamment. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il n'était pas nécessaire d'utiliser des pommes, son hôte naturel, mais on pouvait tout à fait utiliser des plantes de substitution, comme du maïs, et même créer des milieux nutritifs artificiels qui sont beaucoup plus faciles à gérer d'un point de vue élevage de masse. Et pour en revenir à notre exemple du Bombyx maori, on a fini par comprendre que, effectivement, la plante hôte, c'était bien Morus alba, donc le mûrier, mais on pouvait également l'utiliser de manière séchée.
Et donc, mélangé avec de l'agar, on peut créer un milieu nutritif artificiel qui nous permet d'élever nos fameux vers à soie. Donc, on peut faire une classification de ces élevages, et une classification donc, pour les systèmes vitrophiques qui pourraient se simplifier comme suit: plantes hôtes, insectes élevés, type Bombyx maori, ou alors, comme on l'a vu en début de séance, un milieu nutritif. On n'utilise plus le tabac, mais on utilise un milieu nutritif pour élever notre sphinx du tabac, donc Menduca sexta. Et enfin, dans le cadre des espèces dites prédatrices, on va utiliser un système classique naturel qui est la plante hôte, la proie, puis ensuite le prédateur. Ici, un exemple avec Tamarixia triosae, qui est un micro-hyménoptère parasitoïde des psylles. Donc, c'est un agent de lutte biologique qu'on utilise notamment au Canada et au Mexique pour lutter contre le psylle de la pomme de terre. Et bien, pour son élevage, on utilise des plants de pommes de terre, on élève le psylle, on élève le prédateur, on les récolte et on les commercialise. Mais on l'a vu, on peut substituer ces proies naturelles par des proies de substitution. Ici, Euseus ovalis, un acarien prédateur qu'on va élever sur des œufs de la farine alimentaire. Et enfin, troisième et dernier niveau technologique, on élève non plus sur une proie de substitution ni sur une proie naturelle, mais sur un milieu nutritif artificiel après avoir étudié exactement les besoins nutritionnels de l'insecte. Et ici, un exemple avec Adalia, une espèce d'Adalia, donc une coccinelle, qui est alimentée avec un milieu nutritif. Donc plus on est large de droite à gauche, plus on va utiliser de l'espace, et plus on descend dans l'échelle, et plus on a un niveau technologique important, donc une demande réelle d'investissement en R&D pour comprendre les besoins nutritionnels de l'insecte élevé. Alors, maintenant qu'on a ces substrats, ces nourritures, enfin ces substances nutritives pour l'insecte, on peut faire deux grandes catégories de systèmes d'élevage d'insectes. On a ce qu'on appelle les productions continues et les productions dites en lot. Alors, on pourrait faire le comparatif avec un système de production végétale, donc pour de la fraise ou pour du radis. Un système de production continue, c'est plusieurs récoltes dans la durée de production, alors qu'un système en lot, c'est une seule récolte dans la durée de production. Et pour finir, on va voir deux exemples donc de ces systèmes, production continue ou production en lot, pour une seule et même espèce, qui est un acarien prédateur dont on a déjà parlé, Phytoceylus persimilis. Alors, un des premiers systèmes qui consisterait à effectivement élever cette espèce-là dans un système continu, eh ben, on va mettre en place une production de plantes dans laquelle on a un élevage continu de proies, donc ici Tetranicus urticé, et on y amène de manière aussi continuelle le prédateur Phytoceylus persimilis. On a un réel asynchronisme entre la plante hôte, la proie et le prédateur dans le temps. Et quand on le souhaite, on récolte les prédateurs et puis on amène des nouvelles plantes quand il le faut. A l'inverse, cette espèce-là peut également être élevée en lot, batch system en anglais, et on va ici élaborer d'abord une culture de la plante jusqu'au stade souhaité, de façon à la rendre suffisamment solide, suffisamment permettant d'avoir une quantité de proies nécessaire à un meilleur élevage. Ensuite, on va infester ces plantes avec des proies, donc ici toujours Tetranicus urticé, et ensuite on va infester ces plantes préalablement infestées avec des proies avec nos prédateurs, qui va nous mener jusqu'à la destruction donc, des plantes pour ensuite y récolter les prédateurs. Donc on a vraiment deux systèmes qui s'opposent, qui sont les systèmes continus et les systèmes en lot, batch system en anglais. Alors c'est bien beau de produire, c'est une option, donc produire en lot, en continu, mais il y a un autre facteur important qu'il faut prendre en compte, c'est la mesure de la productivité et le contrôle de la production. Et là, il y a des petits exemples assez atypiques que je voudrais vous donner. Quand on fait du contrôle de production d'insectes, c'est pas tout à fait pareil que si on faisait du contrôle laitier ou du contrôle autre que dans le domaine animal. On va mesurer différents paramètres. Alors évidemment, la présence ou l'absence de pathogènes, ça semble évident, mais il y a d'autres paramètres qu'on va mesurer qui sont importants de mesurer pour étudier et pour vérifier la validité de la production. Par exemple, on va mesurer la fécondité. La fécondité à un instant n, on va la comparer avec la fécondité à l'instant n-1. On va aussi pouvoir mesurer le taux d'émergence. Parler d'Hermesia et Lucins, Black Soldier Fly. Est-ce que les pupes d'Hermesia éclosent toujours avec un taux important, ou alors est-ce qu'il y a une décroissance dans le temps? La capacité de vol. On sait par exemple que les effets de la consanguinité peuvent parfois faire baisser certains paramètres biologiques.
Donc, par exemple, la capacité de vol va pouvoir être mesurée avec des petits tests très simples qui consistent dans un pot en verre, mettre un fond de pupe et on va, avec un bouchon, avec un scotch double face, simplement mesurer le nombre d'insectes collés sur le bouchon et se dire, ben voilà, la capacité de vol, elle est de temps, et on peut la comparer à n-1 ou alors à n+1, etc. Mesurer la densité, évidemment. Est-ce que la densité à un instant t est identique à la densité n-1? Et enfin, le sexe ratio. Est-ce qu'on produit toujours autant de mâles et autant de femelles? Ou alors est-ce qu'il y a un biais qui est induit par de la consanguinité ou alors d'autres problèmes? Est-ce qu'il n'y a pas une décroissance du nombre de femelles qui effectivement engendre une perte dans la production? Le taux de survie également qui peut être mesuré en fonction des stades dans la production de l'insecte élevé. Voilà, tout ça, ce sont des outils de contrôle qui permettent de mesurer la bonne productivité, la survie et la qualité de l'élevage et de la production, qu'elle soit à un niveau d'élevage pilote ou à un niveau d'élevage industriel. Donc en conclusion, effectivement, les élevages d'insectes, c'est assez technique, c'est facile de produire quelques kilos d'Hermacia dans son garage. Quand on fait une échelle industrielle, ça demande une application réelle pour pouvoir étudier et élaborer toutes ces stratégies. Il n'y a pas en France aujourd'hui de réel conseil sur l'élevage d'insectes, il n'y a pas d'institut technique, d'institut de l'élevage ou équivalent CTIFL et autres. Donc effectivement, avant de se lancer là-dedans, il faut parfois faire fi de beaucoup de choses et surtout beaucoup d'investissements pour justement arriver à obtenir toutes ces informations et tous ces éléments pour l'insecte élevé, l'insecte souhaité. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci d'avoir parlé d'autres insectes que ceux dont on parle tout le temps. Et justement, est-ce que vous avez des nouvelles espèces, des espèces dont on ne parle pas souvent et qui seraient comestibles et dont l'élevage a déjà été étudié? Est-ce que vous avez des exemples à nous donner? Alors au niveau de la comestibilité, je ne sais pas trop, je suis plus en lien moi, avec le biocontrôle. En termes de production à très grande échelle, je vais vous donner deux exemples. Le premier exemple, c'est Cochimilia omnivorax, qui est une mouche amiase qui est produite au Guatemala de manière extrêmement massive. Et en fait, on fait grâce à ça ce qu'on appelle le sterile insect technique, c'est-à-dire qu'on arrive à stériliser des populations sauvages pour éviter qu'elles se multiplient et éviter également l'utilisation d'insecticides. Ça a été beaucoup utilisé au Texas notamment. Plus récemment, notamment en Chine, je crois, il y a eu des élevages de masse de certains moustiques qu'on a modifiés génétiquement de façon à les rendre, de façon à éteindre une souche qui serait vecteur de différentes maladies dans la nature. Donc ça, c'est des élevages de masse à très très grande capacité. En termes de comestibilité, non, je ne sais pas trop. Ça reste encore pour moi quelque chose d'assez nouveau. Je veux savoir, lorsque vous utilisez un milieu de substitution par rapport au milieu naturel, est-ce que vous regardez l'évolution du microbiote de l'insecte qui reçoit la partie du milieu de substitution? Est-ce que vous avez des études là-dessus? Est-ce que vous faites attention à ça? Alors l'emploi de milieux nutritifs artificiels, c'est très pratique. Sur les microbiotes, je ne crois pas qu'il y ait grand-chose qui soit fait. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on observe régulièrement des déviances du comportement de l'insecte, induit ou pas par les microbiotes ou induit par sa génétique. Et c'est sûr qu'il y a des vérifications qui sont faites de façon à s'assurer que l'insecte se comporte de la même manière que s'il est sur une proie naturelle. Sur le microbiote, je ne sais pas. Merci. Merci.